Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, Barbara. Benoît, est-ce que le switch de PowerPoint fonctionne en ligne aussi? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une conférence sur l'enseignement explicite et plus particulièrement sur des pistes concrètes pour gérer les apprentissages et la classe. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues de l'Institut d'administration scolaire qui vous proposent cette conférence dans le cadre de leurs 40 ans. Un service très intéressant dans lequel j'ai eu le plaisir de passer finalement un quart et même plus des 40 ans. Donc je suis très heureuse d'être invitée ce soir pour donner cette conférence. Alors finalement ce soir je vous propose une quadruple problématique parce qu'on va parler des élèves et des enseignants et de finalement deux facettes fondamentales pour tout un chacun, aussi bien les élèves que les enseignants. Pourquoi ? Parce que les difficultés scolaires et comportementales pour les élèves peuvent leur amener plusieurs difficultés d'apprentissage, mais également un risque d'abandon scolaire sans qualification. Et pour les enseignants, on sait que ces deux facettes de leur métier, la gestion des apprentissages et la gestion de classe, sont finalement quelque chose d'assez difficile, y compris pour les enseignants novices, mais aussi pour les enseignants expérimentés, et qui amène une pénurie d'enseignants assez forte en Belgique, notamment, et aussi au Québec. Alors dans ce contexte, la mise en œuvre de pratiques efficaces, ça représente finalement un enjeu sociétal majeur pour favoriser la réussite du plus grand nombre d'élèves, mais aussi la rétention des enseignants. Et comme Barbara vous l'a bien présenté, et je la remercie pour cette chouette introduction, finalement, la gestion des apprentissages et la gestion des comportements représentent les deux faces d'une même pièce. On peut proposer des activités et des stratégies pour gérer les apprentissages très efficaces, mais si on n'a pas le pendant au niveau de la gestion de classe, il y a un risque que les élèves n'apprennent pas. Et même chose, on peut avoir une super gestion de classe et de très bonnes stratégies. Si on ne met pas en place la pédagogie adéquate pour répondre aux besoins de nos élèves, il y aura également un problème. C'est ce que nous offre l'enseignement explicite. C'est un cadre assez intéressant pour réfléchir aux situations avec cette double lunette finalement, gestion des apprentissages et gestion de classe. Mais finalement, se pose une question. Et j'ai introduit beaucoup de mes conférences comme ça depuis ma thèse en 2020 où j'avais créé ce petit schéma où on voit que finalement un enseignant, chaque jour, il est confronté à une multitude d'informations de qualité assez variable et qu'il est donc intéressant de se reposer sur différentes sources d'informations, certes, mais également sur des recherches menées sur le terrain. Alors comme on fête cette semaine l'anniversaire de l'Institut d'administration scolaire, je me rends compte que j'ai prévu un menu peut-être un peu copieux. On verra peut-être pas tous les points, mais sachez qu'ils sont tous abordés dans l'ouvrage dont on vous a parlé. Donc, comme promis dans le titre, je me centrerai beaucoup sur les points 4 et 5, donc des exemples de stratégies pour gérer les apprentissages et les comportements. Avant ça, je vous ferai un petit topo des notions d'efficacité des recherches dans le domaine, ainsi que de l'origine et des définitions sur l'enseignement explicite pour savoir un peu de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est exactement, puisqu'on entend aussi parfois beaucoup de choses différentes et c'est intéressant de se replonger dans l'historique pour voir d'où ça vient exactement et qu'est-ce que c'est. Et enfin, on terminera par peut-être quelques réflexions sur le niveau école et la formation des enseignants, mais ça, on va dire que c'est plutôt pour le dessert et que si on n'a pas le temps de tout voir, vous retrouverez ça dans l'ouvrage. Alors, je me base ce soir sur une assez abondante littérature, initialement en anglophone et qui s'est un peu développée par la suite en français, tant sur la gestion des apprentissages que sur la gestion de classe. Je pense notamment aux travaux initiaux de Rosenshine et Stevens sur l'enseignement explicite, qui ont ensuite été pas mal diffusés en français par nos collègues québécois Claire Montgauthier et Steve Bissonnette. Et on a aussi l'équivalent, on va dire, en termes de gestion de classe, qui sont les travaux de Evertson dans le milieu anglo-saxon, qui ont ensuite été diffusés en français. Le tout également repris et amélioré et diffusé également dans notre dernier ouvrage dont Barbara vous a parlé, donc enseignement explicite, pratique et stratégie, que vous retrouvez ici sur le site web de l'éditeur
que je vous ai indiqués. Alors, petit détour par la notion d'efficacité qui peut parfois sembler être un gros mot en éducation, mais qui veut simplement dire, si on ouvre un dictionnaire, notre objectif en tant qu'enseignant ou en tant que formateur, c'est de produire notre effet, donc d'atteindre notre objectif. Et donc finalement, si on demandait à chacun dans la salle ou en ligne, c'est quoi pour lui l'efficacité ? On pourrait presque avoir autant de définitions que de personnes dans la salle parce que derrière ça va se cacher finalement une question de valeur. Qu'est-ce que je veux pour mes élèves et donc quels sont les objectifs que je vise ? Alors, dans tout ce qui est littérature sur l'enseignement efficace et l'enseignement explicite, avec mes collègues, il y a une définition qu'on a trouvée assez intéressante et qui rejoint notre vision, on va dire, de l'éducation. C'est celle de Bloom, en fait, qui nous dit que dans le passé, les sociétés ont largement reposé sur une prédiction et une sélection des talents conçus pour obtenir un petit groupe de personnes bien éduquées. Les sociétés modernes optent pour le développement éducatif d'un plus grand nombre de personnes et toute société qui accorde une telle valeur à l'éducation ou à la scolarité jusqu'à obliger tout individu à consacrer à l'école une partie importante de sa vie, elle ne peut se contenter de sélectionner des talents, elle doit les développer. Donc on voit ici que Bloom a un profond intérêt pour l'apprentissage, non pas de quelques individus qu'on veut mener à leur plus haut potentiel, mais vraiment du plus grand nombre d'élèves. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On a dit qu'on allait voir des stratégies concrètes, mais on y arrive. Ce qui est intéressant avec Bloom, c'est qu'au-delà de sa jolie citation sur l'efficacité, il nous propose une manière concrète d'aller mesurer l'efficacité en salle de classe. C'est-à-dire que pour Bloom, un enseignement efficace, c'est quelque chose qui va augmenter la moyenne des élèves de la classe, tout en réduisant la variance, donc les différences de résultats entre les élèves, et en diminuant aussi la corrélation entre leurs résultats et leurs caractéristiques initiales telles que leur origine sociale. Et donc finalement, un enseignement efficace, c'est également un enseignement équitable, puisque j'augmente la moyenne de ma classe, mais pas juste ça, parce que si j'augmentais la moyenne de ma classe et que j'en laisse tout plein sur le carreau, j'ai beau avoir une bonne moyenne, c'est pas très intéressant. Je vais aussi réduire les écarts de résultats entre mes élèves. Et donc, souvent, pour une bonne partie des stratégies, je dirais plutôt pour la première partie des stratégies que je vais vous montrer sur la gestion des apprentissages, quand je vous dirais que quelque chose est efficace, c'est dans ce sens-là, au sens de Bloom, c'est-à-dire que ça a été mesuré dans les classes et que ça a montré que non seulement ça permettait d'augmenter les résultats au niveau de la moyenne, mais aussi de réduire les écarts entre les élèves. Pour la gestion de classe, on mesure ça un peu différemment. J'y reviendrai parce que sinon il y a une sorte d'amalgame entre les deux. Mais j'y reviens tout de suite d'ailleurs, en fait. C'est que la gestion de classe efficace, quant à elle, là on vise plutôt à instaurer les conditions propices pour que les apprentissages puissent se réaliser. Donc en mettant en place les stratégies de gestion de classe dont je vais vous parler, on n'a pas directement nécessairement un impact sur les résultats scolaires. Parfois oui, il y a quelques recherches qui montrent ça, mais en général on a plutôt un impact sur l'augmentation de l'attention des élèves et donc la diminution des écarts de conduite qui permettent donc d'obtenir un cadre propice pour mettre en place des stratégies d'apprentissage également efficaces. Et donc c'est vraiment la conjonction des deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si c'est ambitieux en 2 heures, j'avais envie de vous parler des deux facettes. C'est vraiment la conjonction des deux parfois qui va permettre à la fois d'améliorer les apprentissages et avant ça le cadre finalement où ça se déroule. Alors avant de vous proposer ces fameuses stratégies, je suis obligée, pour pas que vous ayez l'impression que c'est moi qui les ai inventées ou d'autres auteurs, de vous présenter un petit peu d'où ça vient. Et avant ça, donc, je vais faire un petit détour sur finalement, mais comment on sait que quelque chose est efficace au sens où je vous l'ai présenté tout à l'heure avec Bloom. Alors pour ça, on a différents types de recherches en éducation. Vous voyez dans ma pyramide ici des recherches plutôt descriptives et en haut la concordance finalement entre plusieurs types de recherches. Pour rendre ça un peu plus concret, je vais finalement me poser une question avec vous ce soir qui est la suivante. En fait, d'où vient l'enseignement explicite ? On en entend beaucoup parler.
toutes sortes de choses d'ailleurs, des choses positives, des choses moins positives. D'où ça vient cette histoire-là. Alors la première chose que vous devez retenir quand on vous parle d'enseignement explicite, c'est que ce n'est pas un chercheur qui s'est réveillé un matin ou un pédagogue qui s'est réveillé un dimanche en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais créer la nouvelle pédagogie et les enseignants qui la mettront en œuvre, voici la liste des comportements qu'ils devront mettre en place. » Fort heureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, ça s'est plutôt passé par du temps que de nombreux chercheurs ont passé assis au fond de certaines classes pour observer les comportements de nombreux enseignants. C'est ce qu'on appelle des recherches corrélationnelles. Alors, à l'époque, ces chercheurs ont observé les comportements de certains enseignants et ils ont regardé également les résultats des élèves. Et ils ont trouvé, à l'époque, c'était déjà assez intéressant, que certains comportements observés étaient en lien avec de meilleures acquisitions chez les élèves. Alors, à ce moment-là, c'était déjà intéressant. Vous voyez dans le petit encadré vert, une série de pratiques, les révisions, la démonstration, la pratique guidée. Eh bien, on voyait à l'époque que ces choses-là, quand on les mettait en place dans ces classes-là, il y avait de meilleurs résultats. Mais ceux qui, parmi vous, aiment les statistiques savent que qui dit corrélation ne veut pas dire lien de cause à effet. Donc, à l'époque, on n'était pas certain que c'était vraiment ces pratiques qui causaient la meilleure réussite des élèves. Ça aurait pu être un tout autre facteur dans la classe qui causait ça. Raison pour laquelle les chercheurs, deuxième étape, ils ont fait ce qu'on appelle des recherches expérimentales. Alors là, ils ont pris, je vous synthétise le tout, et puis je vous montrerai une recherche un peu plus complexe, parce qu'il y en a eu pas mal des recherches comme ça. Là, je vous schématise un peu le tout. Ces chercheurs, ils ont pris un groupe d'enseignants qu'ils ont formés, excusez-moi, là je vais pas dans le bon sens, qu'ils ont formés aux fameuses petites pratiques dans mon encadré vert. Donc aux pratiques qui avaient l'air intéressantes. Donc imaginons ici, je vous coupe, vous êtes tous enseignants, je coupe ici l'amphi en deux, et vous, je vais vous former aux pratiques que je pense prometteuses. De l'autre côté, je vais vous laisser, vous êtes tous enseignants aussi, enseignants relativement équivalents, je vais vous laisser enseigner comme vous faites d'habitude. Je prends des résultats au niveau de vos élèves avant et après l'expérimentation. Et ce qui a été montré, c'est que les élèves des enseignants formés aux pratiques qui avaient l'air intéressantes faisaient effectivement mieux réussir leurs élèves. Et donc là, on a pu démontrer que ce n'était pas juste une corrélation, mais que c'était bien un lien de cause à effet entre les dites pratiques et les meilleures acquisitions des élèves. Bien sûr, vous aurez compris que j'ai un peu simplifié l'affaire. C'est beaucoup plus complexe, ces recherches-là, que juste vous couper un amphi en deux et répartir les enseignants. Souvent, ça se fait avec des techniques statistiques beaucoup plus avancées, où on assigne au hasard les enseignants aux différents groupes. Mais schématiquement, ça ressemble un peu à ça. Et il faut savoir que des recherches comme ça, il y en a eu pas mal sur les 4 dernières décennies. Il y a même eu des recherches qui s'amusaient à mettre sur un banc d'essai des dizaines de pédagogies en même temps. Une des plus connues sur le sujet, c'est le projet Follow Through. J'en parle pas beaucoup aujourd'hui parce qu'en fait, elle est centrée sur une pédagogie qui ressemble à l'enseignement explicite, mais qui n'est pas tout à fait l'enseignement explicite. J'y reviendrai. Mais c'est le principe où vous voyez qu'il y a une dizaine de pédagogies qui sont comparées avec des mesures sur différentes variables, dont aussi le développement de composantes plutôt affectives comme l'estime de soi, etc. Donc on ne regarde pas juste les apprentissages des élèves, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être investiguées. Alors ce qui est intéressant de nos jours, c'est qu'après que toutes ces recherches ont été menées, on est maintenant en mesure de lire également ce qu'on appelle des méta- et des méga-analyses qui synthétisent toutes ces recherches-là expérimentales. Donc si vous lisez par exemple la méga-analyse que Steve Bissonnette a fait dans le cadre de sa thèse en 2010 et qui n'a pas été invalidée depuis, parce que les autres recherches menées sur le sujet, elles vont dans ce sens-là, eh bien vous pouvez lire une synthèse de plusieurs dizaines de recherches juste en lisant un article et qui vont en général toutes dans le même sens. C'est sur l'efficacité d'un enseignement explicite pour aider les élèves et en particulier ceux en difficulté.
Et donc, en bref, et vous retrouvez tout ça avec les explications et les sources sur lesquelles je m'appuie, bien sûr, dans l'ouvrage dont on vous a parlé, l'enseignement explicite est efficace pour l'apprentissage de différentes disciplines, pour une grande variété d'élèves. On parle souvent des élèves en difficulté, c'est vraiment eux la clientèle cible de cette pédagogie, mais c'est aussi efficace pour les élèves qui ont plus de facilité ou les élèves, on va dire, réguliers. Difficile de trouver le terme exact par rapport à ça. Ça convient aussi à tous les âges, même pour les adultes. J'ai souvent l'habitude de dire, imaginez que demain, vous voulez apprendre un tout nouveau truc ou que vous voulez apprendre à votre garçon ou à votre fille à conduire. J'espère que vous n'allez pas juste le mettre dans la voiture et lui dire de démarrer. Ou je pense que si vous voulez gagner du temps, si vous avez un nouveau truc complexe à apprendre, vous allez préférer qu'un expert vous le montre et vous accompagne pas à pas dans votre apprentissage plutôt que de le découvrir par vous-même. C'est un exemple un peu caricatural peut-être, mais je trouve que ça évoque bien quand même l'idée que parfois, pour un nouvel apprentissage, on a besoin qu'on nous montre et qu'on nous accompagne par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une importante base de connaissances qui a été minutieusement conçue. Vous voyez que je vous parle de recherche des années 70, 80, où les chercheurs allaient observer dans les classes, jusqu'à nos jours où il y a encore des chercheurs qui mènent des expérimentations sur le sujet. Et donc, c'est quelque chose de mis à jour patiemment et qui évolue encore aujourd'hui avec de plus en plus de pistes et de stratégies utiles pour les enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a finalement aucune recherche qui a remis fondamentalement en cause ces recherches-là. On peut ne pas forcément être d'accord avec tout ce qui est proposé, mais c'est plutôt alors là de l'ordre de l'opinion, parce que d'un point de vue des recherches, il n'y a rien qui remet en cause pour l'instant et qui propose une alternative aussi efficace pour aider nos élèves, et en particulier ceux en difficulté. Et alors, ce qu'on explique aussi dans l'ouvrage qui est assez intéressant, c'est que tout en haut de cette pyramide, si vous voulez, de recherche, c'est qu'on a finalement, l'enseignement explicite, il repose en quelque sorte sur une triple concordance. L'efficacité démontrée par les recherches dont je viens de vous parler brièvement, les recherches en psychologie cognitive dont je vais vous parler dans quelques instants, qui ont évolué complètement indépendamment du premier champ de recherche dont je vous ai parlé. Et finalement, c'est Baillargeon qui nous propose cette histoire de triple concordance dans son ouvrage sur les légendes pédagogiques. L'enseignement explicite repose aussi sur ce qu'il appelle une définition conceptuelle assez costaud finalement. C'est que tous les concepts et toutes les stratégies dont je vais vous parler aujourd'hui sont très concrètes, opérationnelles et on peut les répliquer. Donc c'est finalement cette triple concordance entre deux grands types de recherches différents et une solidité, on va dire, conceptuelle des concepts et des stratégies sur lesquelles repose cette pédagogie qu'on peut s'appuyer de nos jours pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors brièvement, au niveau des recherches en psychologie cognitive dont je vous parlais, elles reposent en fait sur deux grands principes. Là aussi, je vous résume le tout, mais qui viennent en quelque sorte valider l'enseignement explicite et nous permettre de comprendre pourquoi c'est efficace. La première chose, c'est qu'il y a différents types d'apprentissage qu'un enfant ou un ado ou un adulte peut faire. Certains sont ce qu'on appelle des apprentissages naturels, qui se font plutôt, on va dire, au gré des expériences de la vie et de manière naturelle. Par exemple, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un enseignant et d'être mis dans une école pour apprendre à marcher ou pour apprendre à reconnaître le visage de sa mère. Ça, c'est des choses qu'on va voir de manière un peu naturelle et spontanée. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort, mais ça se fait de manière naturelle, on va dire, au fil des expériences de la vie et dans toutes les sociétés, qu'elles disposent ou non d'écoles. Donc c'est finalement une preuve que pour ce type d'apprentissage-là, on n'a pas vraiment besoin d'un enseignant et d'une école et que l'enfant va faire ce genre d'apprentissage de manière assez naturelle. Par contre, pour apprendre à lire, à calculer et à écrire, vous n'allez observer ça que dans les systèmes qui disposent d'un système d'éducation formelle,
donc d'une manière ou d'une autre, d'une école ou de quelque chose qui s'y apparente. Pourquoi ? Parce que ce type d'apprentissage-là, qui est dit secondaire, nécessite pour le coup quelque chose de plus formel, de plus formalisé avec un enseignant ou en tout cas quelqu'un qui prend ce rôle de montrer aux élèves comment faire et de les accompagner dans la pratique de ces compétences-là. Donc ça, c'est une première grande distinction qui est assez intéressante et qui nous amène vers l'idée que pour certains apprentissages, on a besoin, quoi qu'on en pense, d'un enseignement explicite. Et le deuxième grand concept en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Et donc, en fait, l'enseignement explicite, c'est une pédagogie qui tient compte de cette fameuse charge cognitive. Et pour vous expliquer ça, je vais vous expliquer un dernier grand exemple de recherche, on va dire, avant de passer à une partie plutôt sur les comportements, et puis avant de passer aux fameuses stratégies dont je vous ai parlé. Cette recherche, elle a été répliquée à de maintes reprises. Elle a été réalisée pour la première fois en 1987 par Cooper et Swiller. Et ça s'appelle en fait l'effet du problème résolu. Alors à nouveau, je vous simplifie peut-être un peu le tout. Mais imaginons ici cette fois que je veux vous apprendre à réaliser des opérations en algèbre. Et je vais à nouveau couper mon groupe en deux. À vous, je vais vous donner à chacun une feuille avec un problème déjà résolu dans le détail, toutes les étapes, et vous pouvez voir comment j'ai fait, vous pouvez l'analyser à votre aise, et puis essayer de le refaire. C'est ce qu'on appelle vous fournir finalement un exemple de problème résolu. C'est une vraie pédagogie aussi qui s'apparente à l'enseignement explicite d'une certaine manière. Et à vous, par contre, je vais faire ce qu'on appelle une résolution de problème plus classique. C'est que je vous donne le problème et j'essaye que vous vous débrouilliez avec ça et que vous essayiez de trouver la solution. Alors, grosso modo, que disent les résultats de cette expérience réalisée à maintes reprises dans plusieurs domaines, y compris dans des domaines assez complexes comme la médecine ? Ici, en fait, ce que ça montre, c'est que ce groupe-ci, avec l'exemple et en ayant eu le temps de l'étudier tranquillement, va non seulement mieux performer sur des problèmes subséquents similaires, mais aussi sur des problèmes de transfert légèrement différents et plus complexes, parce qu'il aura eu l'explication, le temps de s'imprégner d'un modèle et de le répliquer, et puis même de le dépasser, puisqu'il parvient également à faire du transfert. Ce groupe-ci, non seulement il performe moins bien, mais ce qui est plus alarmant encore, c'est que certains élèves parviennent à la solution, et c'est pour ça que, et je ne dis pas qu'il faut ne jamais en faire, mais c'est pour ça que les approches par problème sont beaucoup valorisées, c'est que certains y arrivent, mais l'effet pervers, selon moi, c'est qu'ils sont souvent incapables d'expliquer le chemin par lequel ils sont arrivés à la solution. Tandis que dans ce groupe-ci, ça peut sembler un peu moins sexy, vu comme ça, d'avoir étudié la petite procédure avant. Mais comme ils ont eu le temps de s'en imprégner et de le refaire, ils sont généralement capables, et c'est là qu'intervient une notion dont on va reparler ce soir, qui est la métacognition, ils sont généralement capables de réexpliquer avec leurs mots comment ils ont procédé. À nouveau, j'ai un peu vulgarisé l'histoire, c'est un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, vous retrouvez ça avec les explications détaillées dans l'ouvrage dont on vous a parlé. Alors, je serai plus rapide sur les recherches qui portent sur les comportements, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a un strict parallélisme entre les types de recherches qui ont montré l'efficacité de certaines approches pédagogiques et les types de recherches qui ont montré l'efficacité de certaines stratégies de gestion de classe. Vous voyez que j'ai repris exactement ma même pyramide avec mes mêmes types de recherches, mais que j'ai juste changé les noms des auteurs parce que ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, au niveau des études corrélationnelles, descriptives et expérimentales, on a une grosse synthèse de recherche de Evertson et Harris en 1995 qui a procédé exactement de la même façon. Ils sont allés voir dans des classes comment faisaient des enseignants. Ils ont ressorti des stratégies intéressantes pour gérer la classe et ils les ont testées à l'étape suivante en formant certains enseignants à les mettre en place et d'autres à continuer à enseigner comme d'habitude.
Attention par contre, nuance fondamentale, c'est qu'au niveau des effets, on ne mesurait pas la même chose. Comme je vous disais tantôt, on ne regardait pas là si une stratégie de gestion de classe, ça permet de faire de meilleurs résultats à un test de mathématiques. Ce n'est pas ça son but. Ce qu'on regardait ici, je vous l'ai écrit, ou alors je l'ai oublié, il y a dû y avoir un petit problème de mise en page. Ce qu'on regardait ici, c'était si les stratégies, elles permettaient d'augmenter l'attention des élèves. Donc on observait les élèves dans différentes situations et on regardait par exemple le nombre de comportements hors tâche des élèves pendant les observations. Et on regardait aussi si ces stratégies, elles permettaient de diminuer les écarts de conduite des élèves. Donc c'est ça qu'on mesurait. Parce qu'il faut bien se donner aussi, là aussi dans les débats sur l'efficacité, on peut ne pas forcément être d'accord sur les variables qu'on mesure, mais au moins ici, les deux choses que je vous ai dit, c'est deux trucs concrets qu'on pouvait observer dans les classes. Est-ce que le niveau d'attention des élèves augmente, donc est-ce que le nombre de comportements hors tâche diminue, et est-ce que le nombre d'écarts de conduite du type embêter son voisin, ne plus faire son travail, voire même faire une crise ou une bagarre, est-ce que ça diminue? Donc c'est ça qu'on mesurait ici, avec exactement le même enchaînement finalement, études descriptives, expérimentales et méta et méga analyse. Je vous en pointe une ici, qui est celle de Oliver et ses collègues, qui visait à identifier les effets de programmes de gestion de classe sur la réduction du nombre de comportements perturbateurs. Et ça, ce qui est assez intéressant dans cette synthèse-là, c'est que ça porte du maternel jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Et donc là, ils ont été, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les méta et les méga-analyses, on ne peut pas synthétiser tout et n'importe quoi. Il y a une métaphore que Ariane B utilise, que j'aime bien. Elle a un schéma comme ça où elle montre que finalement, on prend toutes sortes de recherches et on les met dans un espèce de tamis. Et à la fin, on prend que celles qui répondent à certains critères. En l'occurrence, ici, ça doit au moins être des recherches expérimentales qui ont mesuré avec groupe contrôle et groupe expérimental des interventions qui avaient été dispensées à des classes entières. On est bien ici dans un contexte assez écologique et réaliste de classes entières et pas juste avec 2-3 élèves, en gros, mais il y avait d'autres critères. Et donc, ce que nous montrent ici ces auteurs-là, c'est que les pratiques de gestion de classe des enseignants ont un effet positif sur la diminution des problèmes de comportement. Et donc, les élèves des classes expérimentales, dans les 12 études, ont montré un comportement moins perturbateur que les élèves des classes contrôle. Donc, souvenez-vous, mes classes où je laisse les enseignants enseigner comme d'habitude, comparativement aux classes où on a formé les enseignants à des stratégies de gestion de classe spécifiques. Et donc, leur conclusion, c'est que les enseignants qui utilisent une gestion de classe efficace peuvent s'attendre à constater des améliorations dans le comportement des élèves et des améliorations qui établissent le contexte pour que des pratiques d'enseignement efficaces soient mises en place. Je l'aurais peut-être répété beaucoup de fois aujourd'hui, mais c'est pour éviter un amalgame. Donc, quand je vous parlerai tout à l'heure de stratégies de gestion de classe efficace, ce n'est pas dans le sens où ça améliore directement l'apprentissage des élèves, mais ça instaure un cadre pour que l'apprentissage puisse se réaliser. Et donc, en résumé, ce gros rapport de recherche là aussi, il met en évidence parmi les stratégies intéressantes, notamment l'enseignement explicite des comportements dont je vous parlerai, et aussi des stratégies spécifiques pour gérer les écarts de conduite. J'anticipe déjà un tout petit peu sur tout à l'heure, mais vous verrez qu'il y a des stratégies assez intéressantes et différentes de la punition. Tout autre type de recherche aussi qui propose des pistes intéressantes et validées en classe et dans les écoles, c'est tout ce qui concerne les recherches sur le soutien au comportement positif, traduction de positive behavioral interventions and supports. J'en reparlerai un petit peu à la fin de la présentation, si j'ai le temps, en vous présentant justement les résultats d'une toute nouvelle étude publiée sur le sujet. Ceci clôture ma partie un peu plus recherche, pour vous montrer un petit peu sur quoi je m'appuie ce soir pour vous proposer des stratégies. Alors maintenant, on va passer 5-6 minutes
à faire quelques clarifications sur le terme enseignement explicite, parce qu'il y a parfois des petites confusions à ce sujet, et c'est important aussi de savoir d'où ça vient, avant de plonger vraiment le cœur dans le sujet des stratégies dont on va parler aujourd'hui. Alors si on fait un petit peu d'étymologie, explicite, ça veut dire ouvert à la compréhension, pas obscur ni ambigu. Ça vient du français explicite et du latin explicitus. Et en fait, j'aime assez bien cette image-là. C'est qu'à la fin des livres médiévaux, c'était écrit explicitus est liber, et ça voulait dire en fait l'histoire est terminée, le chemin est déroulé en fait. J'aime assez bien, je vais faire du recyclage avec les feuilles de ma collègue. J'aime assez bien cette image parce qu'imaginez que je vous montre ça, vous ne savez pas le lire. Si je vous le déroule, et qu'évidemment je me rapproche parce que moi aussi je porte des lunettes, donc je ne vais pas vous faire lire d'ici, mais que je vous montre ici, même madame elle pourrait lire ce que ma collègue elle a écrit sur sa feuille. Si je le laisse enrouler, ça va être plus compliqué. Et je trouve que ce petit détour par l'étymologie, il est assez sympa avant d'entamer des définitions un peu plus scientifiques que je vous montre maintenant. Donc Hattie, de son côté, autre chercheur assez connu en éducation, on reparle pas mal de lui en ce moment d'ailleurs, au niveau de l'enseignement explicite, il utilise une autre terminologie que je trouve assez parlante aussi. Il parle de visible teaching et visible learning, pour montrer en fait que l'enseignement, il doit être visible pour les élèves. Donc ici, moi, ce soir, je dois vous expliciter toute une série de choses, sinon ça ne sert à rien pour vous de vous être déplacé ou de vous être connecté si finalement je ne vous explicite pas toute une série de choses sur l'enseignement explicite, y compris ses fondements, ses objectifs et à quoi ça sert. Donc l'enseignement, il doit être explicite, mais l'apprentissage des élèves, il doit aussi être visible. Et c'est ce que nous propose l'enseignement explicite. C'est quelque chose que malheureusement, ça je ferai un peu moins dans ce format d'aujourd'hui. C'est d'aller voir au niveau de ce que les élèves ont compris. Et donc, non seulement l'enseignement doit être explicite, mais l'apprentissage des élèves doit être rendu visible pour l'enseignant via toute une série de stratégies, notamment de questionnements qu'on abordera ensemble. Et donc finalement, en utilisant l'enseignement explicite, l'enseignant tente de rendre explicite ce qui se passe en classe, donc les démarches, les étapes et les objectifs. Alors une autre définition, elle est assez intéressante dans le cadre qui nous occupe ce soir, c'est celle de Gunn et ses collègues qui nous dit que l'enseignement explicite, c'est une combinaison de comportements conçus pour promouvoir l'apprentissage des élèves. Et donc c'est vraiment une combinaison de stratégies qui ont été mises à jour, comme on l'a vu, par différentes recherches, qui mises ensemble vont permettre de promouvoir l'apprentissage des élèves. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, et c'est pour ça que je fais ce petit détour, je ne le fais pas toujours, mais ce soir j'ai pris le temps de le faire, c'est qu'il y a aussi sur le sujet toutes sortes de choses qui se disent et des termes à ne pas confondre. Par exemple, dans certains textes en français, il y a des personnes qui ont traduit parfois enseignement explicite par instruction directe. Et ça engendre pas mal de confusion. Parce qu'il y a un texte assez intéressant de Rosenshine en 2008 qui nous montre qu'il y a plusieurs définitions de ce qu'on appelle en anglais « direct instruction ». Alors déjà, il y a le « direct instruction » si on en parle avec des minuscules, donc un petit « d » et un petit « i » minuscule. Ça, c'est quelque chose qui, dans certains textes, ça renvoie à l'enseignement explicite tel que moi je vous le présente, ou tel que, par exemple, Claire Montgauthier le présente également dans son ouvrage. Mais ça peut aussi désigner d'autres approches pédagogiques proches, telles que ce qu'on appelle le Success for All de Slevin. Et pire encore, en anglais, en fait, ce terme-là, il peut désigner n'importe quel type d'enseignement mené par le maître. Donc également, tout ce qu'on appellerait de manière un peu caricaturale l'enseignement magistral, l'enseignement ex cathedra, etc. Ce qui me voit un peu venir avec ce détour
se rendent compte que du coup, la traduction instruction directe, elle n'est pas hyper heureuse parce qu'elle peut renvoyer en anglais, quand on va dans les textes, à toutes sortes de choses. Des trucs super intéressants comme le Success for All de Slevin, qui est un truc documenté également depuis des décennies, mais aussi n'importe quel type de pédagogie finalement centrée sur le maître, sans nécessairement avoir été prouvé. Et il y a aussi, en plus, quand on utilise en français le terme instruction directe, il y a aussi risque de confusion avec ce qu'on appelle le direct instruction ou le DI avec des lettres majuscules, qui est là une approche hyper documentée aussi et hyper formalisée, créée par Engelmann, mais où là, les enseignants, ils reçoivent carrément le script de ce qu'ils doivent dire et faire avec les élèves. J'en parlerai pas ce soir parce que j'ai pas le temps. C'est une approche qui a aussi ses intérêts, mais qui est pas tout à fait l'enseignement explicite tel que je vais vous le proposer ce soir, où les enseignants conçoivent généralement eux-mêmes leurs propres leçons. Le DI, là, c'est assez intéressant aussi pour d'autres raisons. J'en parlerai pas ce soir. Ici, mon point, c'est seulement de vous montrer votre vigilance. Si jamais vous vous intéressez à ce sujet, j'imagine que c'est le cas puisque vous vous êtes inscrit. C'est que du coup, quand on lit un texte, que ce soit en français ou en anglais sur le sujet, il peut y avoir des confusions et il faut bien essayer de regarder finalement de quoi ça parle et qu'est-ce que ça propose finalement derrière l'étiquette qui vous est proposée. Et par ailleurs, vous dire que du coup, moi j'utilise plutôt dans l'ouvrage et ce soir le terme enseignement explicite, qui n'est pas une invention récente de mes collègues ou moi, parce que c'est présent depuis 1986 dans le texte initial de Rosensheim qui avait formalisé cette approche-là à partir des recherches corrélationnelles et expérimentales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut sembler un peu technique, tout ce que je vous raconte maintenant, mais ça permet quand même de poser le cadre, notamment face à certains textes qui sont parfois un peu plus compliqués à comprendre par rapport à ça. Et vous dire aussi, c'est assez intéressant que dès 1986, il y avait toute une série de synonymes pour désigner l'enseignement explicite, dont j'aime assez bien celui-là aussi, c'est active teaching. Donc dès 1986, Rosensheim lui-même, qui avait formalisé l'approche, utilisait aussi l'enseignement actif pour désigner cette approche-là. J'aime assez bien l'idée puisque ça montre que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une approche très active qui va miser sur l'activité de l'enseignant, certes, mais aussi des élèves. Cela étant dit, ça me permet, après ces quelques clarifications, d'entamer vraiment le cœur de ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est-à-dire une série de stratégies pour gérer les apprentissages et les comportements. Vous dire brièvement que tout ce que je vous propose, ça s'inscrit dans le cadre d'un modèle dont on parle de plus en plus, notamment en Europe. Et je pense là à des recherches très intéressantes qui sont menées par plusieurs collègues européens pour essayer de mettre en place ce modèle dans plusieurs pays. C'est le modèle qu'on appelle de réponse à l'intervention, qui est un modèle pour gérer l'hétérogénéité des élèves et qui va proposer notamment au premier palier un ensemble de stratégies efficaces pour l'ensemble des élèves, stratégies qui reposent généralement sur l'enseignement explicite. Et les recherches sur ce modèle-là, menées essentiellement en contexte états-unien et aussi pas mal au Canada, montrent qu'en général, il y a 80% des élèves qui vont répondre positivement à des stratégies universelles de palier 1. Pour les autres, je n'aurai pas le temps d'évoquer ça ce soir, mais si vous voulez, lors des questions-réponses, on peut en parler un petit peu. Pour les autres, on va leur proposer d'autres stratégies. Souvent, on va intensifier aussi avec eux l'enseignement explicite, mais au premier palier, à la base, tout le monde va recevoir des stratégies efficaces. Je me centrerai aussi ce soir, si on reprend le modèle PIC que certains d'entre vous connaissent peut-être de Gauthier et ses collègues, plutôt sur la phase d'interaction, donc sur vraiment le moment de face-à-face entre un enseignant et ses élèves, avec plusieurs idées à mettre en place. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au reste, et donc je vous dis que c'est aussi évidemment dans ce modèle-là, comme dans tout modèle finalement et toute pédagogie, qui a un fort accent également sur la planification. Vous retrouvez pas mal de notions là-dessus
dans l'ouvrage, et également sur la consolidation, notamment dans l'optique des recherches en psychologie cognitive dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'idée que après avoir donné la leçon aux élèves, si je leur propose aucune activité de révision, de consolidation, toutes les semaines et tous les mois, il y a la courbe de l'oubli qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui risquent d'être oubliées. Donc ce modèle prend en compte aussi tout ce qui est consolidation. Alors ce soir, pour vous parler plutôt d'interaction entre l'enseignant et les élèves, je vais me centrer sur une série de gestes professionnels et d'étapes. Ces étapes, ce sont les étapes qu'on voit ici. Donc, en partant du bas vers le haut, on va avoir ce qu'on appelle l'ouverture de la leçon, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture. Et donc ça, ce que vous avez à l'écran, c'est un outil concret qu'on propose dans l'ouvrage dont on vous a parlé tout à l'heure, qui reprend les différentes étapes d'une leçon d'enseignement explicite et donc qui permettent aux élèves d'apprendre efficacement certaines notions. Et l'intérêt de cet outil, on l'a décliné en plusieurs versions utilisables, notamment en primaire et en secondaire, et on a même une collègue qui l'a adapté aussi pour le maternel. Ça explique les étapes dans les mots de l'enseignant, mais aussi surtout des élèves. Donc c'est vraiment un outil concret initialement qu'on avait testé avec l'un des auteurs de l'ouvrage, qui est Christophe Bacot, dans sa classe, et qui a été utilisé vraiment avec des élèves pour les familiariser à la démarche et que ça devienne finalement une sorte de routine pour eux et qui a eu pas mal de succès, en tout cas avec les enseignants avec qui on l'a testé. Donc moi, je vais reprendre cet outil et je vais en quelque sorte vous le dérouler ce soir, vous le décliner étape par étape pour essayer de vous plonger en quelque sorte dans l'idée qu'on peut se faire d'une leçon d'enseignement explicite en 5 étapes. Donc pour chacune des étapes, je vous présenterai grosso modo qu'est-ce que c'est que cette étape et à quoi ça sert. Et puis je vous donnerai une série de stratégies, d'exemples qui peuvent être utiles. Alors première étape, l'ouverture de la leçon. Le but ici, c'est d'obtenir l'attention des élèves afin qu'ils soient en mesure de comprendre les objectifs de la leçon et à quoi ça sert. Ça sert aussi à leur rappeler les connaissances préalables dont ils ont besoin pour réaliser les nouveaux apprentissages. Alors, il y a des choses qui peuvent vous sembler un peu bateau, dit comme ça, en se disant, bah oui, ça, c'est un peu évident, tout le monde le fait. Mais en fait, il y a des recherches qui montrent que ce n'est pas le cas. Il y a parfois des leçons qui commencent avant même qu'on ait pris le temps de capter l'attention de nos élèves ou d'établir un contact visuel avec la plupart d'entre eux. Donc, c'est vrai que ça peut sembler parfois un peu bateau, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est que ça vient de nombreuses observations faites avec de vrais enseignants et que ça a le gros avantage de tout mettre ensemble dans un modèle cohérent. Donc, même si parfois ça peut vous sembler évident, l'intérêt ici, c'est de tout formaliser et de se doter d'un guide pour gérer les apprentissages. Alors, comment l'enseignant va faire ? Il va capter l'attention des élèves avec une stratégie qui aurait été convenue avec eux. Ça peut être un petit signe non verbal, une petite cloche, une petite phrase. Allez les amis, c'est parti pour la nouvelle leçon. Et puis, il va leur présenter l'objectif de la leçon, à quoi ça sert et surtout, pourquoi c'est important. Exemple concret, on va proposer aux élèves d'apprendre à faire ce qu'on appelle des inférences dans un texte en lecture. Donc, faire une inférence, c'est apprendre à déceler une information qui n'est pas explicitement écrite dans le texte. C'est quelque chose qu'on peut faire de la maternelle jusqu'au secondaire. En maternelle, par exemple, on va lire une histoire aux élèves et on va leur dire, par exemple, « Maman est partie dehors, elle ouvre son parapluie. Quel temps fait-il » La réponse, c'est « Il pleut ». Il y a écrit nulle part dans l'album qu'il pleut, mais les petits loulous de maternelle, ils doivent l'inférer. On va leur expliquer qu'on va apprendre une stratégie pour avoir plus facile à lire au quotidien des histoires. Et on va leur expliquer en quoi c'est utile pour eux dans la vie de tous les jours et pour leur future scolarité. On va aussi, dans cette étape, mais j'y reviendrai
plus en détail dans une prochaine étape. On va aussi vérifier leur compréhension aux élèves de manière fine pour être certain qu'ils ont bien compris l'objectif de la leçon. Et on va leur fournir ce qu'on appelle des rétroactions, des feedbacks de qualité. Mais ça, c'est 2 gestes fort importants dans l'approche que je développerai un petit peu plus dans la suite de la conférence. Et on va, si besoin, à cette étape-là, après avoir vérifié que les élèves maîtrisent ou pas les prérequis nécessaires à la suite de la leçon, on va leur réenseigner si nécessaire. Deuxième étape, le modelage. Alors, à quoi ça sert? Ça, ici, c'est de montrer et d'expliquer à l'étudiant comment réaliser la tâche. Alors, j'aime assez bien cette citation ici de nos collègues québécois qui nous disent que l'idée de base du modelage pour l'enseignant, c'est d'isoler à l'intention des élèves les questions fondamentales à se poser pour réussir une activité. Et en fait, on dit souvent dans l'enseignement explicite que l'enseignant met un haut-parleur sur sa pensée. C'est-à-dire qu'il va verbaliser à l'élève tout ce qui se passe dans sa tête finalement quand il réalise une tâche. Les étapes par lesquelles il passe, les questions qu'il se pose, les pièges peut-être qu'il essaye d'éviter. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et pour avoir travaillé avec pas mal d'enseignants dans les écoles, c'est souvent une étape qu'ils ont trouvée assez intéressante de mettre des mots finalement sur certaines choses qu'ils se rendaient compte ne pas nécessairement expliciter réellement aux élèves. Donc cette étape-là, elle est vraiment intéressante. Elle valorise finalement et elle développe la métacognition, puisqu'en faisant ça en tant qu'enseignant, je me force finalement à réfléchir aux étapes par lesquelles passer pour réaliser quelque chose. Et ben dans l'étape suivante que je vais vous présenter dans quelques minutes, je développe ça chez mes élèves aussi, puisqu'à leur tour, ils vont devoir aussi expliciter comment ils font certaines choses. Donc cette étape, finalement, je la trouve assez riche. Elle est parfois mal comprise et assimilée à tort à une sorte uniquement d'exposé. Et c'est même un peu caricatural aussi, finalement, pour l'exposé qui peut avoir ses intérêts dans différents types de situations. Alors qu'en fait, elle est quand même assez riche et métacognitive. Et finalement, ce n'est pas forcément quelque chose de très long non plus. Vous ne devez pas imaginer ici que l'enseignant fait un monologue pendant 50 minutes à ses élèves. Là, on est sur quelque chose qui dure quelques minutes. C'est ce que j'ai écrit sur cette diapo-ci, où l'enseignant il va à la fois expliquer ce qu'il fait et le montrer. Donc ça implique le verbal et le non-verbal. Il va, si possible, montrer des exemples de la tâche en faisant ce qu'il faut faire, mais aussi en montrant éventuellement les contre-exemples, donc ce qu'il faut éviter. Et en gros, c'est à peu près ça que je voulais vous dire par rapport à ça, et que ça nécessite forcément une planification assez minutieuse de la manière dont on va montrer aux élèves, mais après, c'est du temps gagné par la suite au fur et à mesure qu'on planifie ces leçons comme ça. Alors ensuite, il y a une étape sur laquelle on va passer un peu plus de temps parce que finalement, à l'échelle de l'approche, bien sûr, toutes les étapes sont importantes, mais celle-ci, on va dire que c'est un peu le cœur de l'enseignement explicite où se jouent beaucoup de choses dans un dialogue un dialogue pédagogique assez soutenu entre l'enseignant et les élèves. Et donc, il y a plein de stratégies dont j'ai envie de vous parler sur cette étape-là qui est assez riche. C'est le moment où les élèves vont à leur tour réaliser des tâches semblables à celles que l'enseignant vient de leur montrer. Ils vont faire ça entre eux et sous la supervision active de l'enseignant. Et je vais pour ça vous montrer quelques exemples possibles d'activités à mettre en place. En gros, il y a 2 grandes modalités qui sont possibles. Il y en a peut-être d'autres encore, mais je vais déjà vous en présenter 2. Premier cas de figure, on imagine ici que, à l'étape du modelage, je vous ai montré justement, à l'aide d'un texte, comment j'arrive à déceler une information qui n'est pas explicitement écrite dedans. Donc ma fameuse inférence. Je vais même prendre 2 exemples ici pour être sûr d'en trouver un qui convient au plus grand nombre. Donc imaginons que je vous ai montré à l'aide d'un texte comment j'infère une information qui n'était pas explicitement écrite dedans.
Ou prenons un exemple un peu plus carré, un peu plus sur une tâche, on va dire, fortement structurée. Imaginons que je vous ai montré étape par étape comment faire une addition écrite. Donc vous avez 2 exemples en tête. On passe à la pratique guidée. Ce que je pourrais faire ici, avec la liste des participants, c'est choisir au hasard, et je reviendrai sur cette stratégie avec un peu plus de subtilité, mais ici je vous la fais dans la version courte. Je choisis l'un de vous au hasard et je lui demande de venir me refaire un calcul écrit différent devant les autres, en explicitant devant les autres comment faire. Avec mon autre exemple, imaginons j'en choisis un autre au hasard et je lui demande avec un autre texte, il peut rester à sa place, c'est pas nécessaire d'aller forcément devant les autres, il peut rester à sa place et me produire à son tour une inférence sur la suite du texte, par exemple, qu'on aurait commencé à lire ensemble. Ça, c'est une modalité que j'ai appelée dans le livre, je ne sais plus si je l'ai mis ici dans la dia, mais pratique guidée collective ou quelque chose comme ça, avec l'idée qu'on est tous ensemble et que j'en choisis quelques-uns pour refaire devant les autres et verbaliser à voix haute, à leur tour, leur cheminement. C'est une modalité. La deuxième, je peux aussi vous mettre par 2, tous ici dans la salle, c'est ce qu'on appelle l'enseignement réciproque. Et je vous donne à chaque binôme une feuille avec 2 calculs écrits. Et l'élève A fait le calcul A, tandis que l'élève B fait le calcul B. Et ensuite, ils doivent s'expliquer à l'un l'autre comment ils ont fait. Et ils font ainsi le mini-prof l'un de l'autre. Pendant ce temps-là, je circule dans la classe et je vais leur donner ce qu'on appelle des feedbacks et des rétroactions et vérifier leur compréhension. Toute une série de stratégies sur lesquelles je vais revenir avec un peu plus de détails dans quelques instants. Mais ça vous montre quelques images de ce à quoi ça peut ressembler concrètement dans une classe, sachant que je peux encore répondre aussi à vos questions plus précises sur le sujet ensuite. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est de donner des consignes claires aux élèves par rapport à ces 2 grandes activités que je viens de vous brosser globalement. C'est important de bien vérifier la compréhension des élèves. Là aussi, ça a l'air peut-être idiot, mais il y a des stratégies plus pertinentes que d'autres pour faire ça. Si je vous demande maintenant, malheureusement, c'est un peu le format de notre rencontre ce soir qui ne permet pas forcément énormément d'interaction, mais si je vous demandais maintenant si vous avez compris mon histoire de méta-analyse tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y aurait grand monde qui s'agiterait pour me dire « non, j'ai rien compris ». En général, quand c'est comme ça, les personnes acquiescent et c'est quand même assez rare que nos élèves nous interpellent en disant qu'ils n'ont rien compris. Par contre, si je prenais le temps maintenant, mais je ne le ferai pas parce que j'ai prévu un gros menu, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je prenais le temps maintenant de m'arrêter, de choisir quelqu'un et de lui demander de me reformuler ce qu'est une méta-analyse, ben là, j'aurais beaucoup plus d'informations sur sa compréhension et sur la qualité de mon explication de tout à l'heure de la méta-analyse. Et ça me forcerait à avoir une plus grande remise en question par rapport à ça et de mettre en place potentiellement des mesures aussi pour réenseigner cette notion-là si ce n'est pas clair. Autre stratégie super utile, je suis allée un peu vite tantôt, mais j'ai de plus en plus de retours et je pense qu'il y a des collègues tout à l'heure avant qu'on commence qui m'ont fait un retour aussi là-dessus, qui trouvaient ça intéressant. C'est l'idée de désigner les élèves. Imaginons maintenant à nouveau que je pose une question pour vérifier votre compréhension. Mais si, par exemple, une de mes collègues là-bas au bout lève la main alors qu'on discute de ces pédagogies-là à longueur de journée et que je la choisis elle, bon, c'est chouette, ça va me renforcer. Je suis contente, ma collègue m'a bien répondu, mais c'était peut-être pas cet élève-là que j'aurais dû interroger. Et donc, j'ai qu'une vision finalement un peu tronquée de votre niveau de compréhension générale. Tandis que si je prenais la liste des personnes présentes dans la salle ou même en ligne et que je tirais au hasard 3-4 noms pour leur demander de me réexpliquer ce qu'ils ont compris, ben là, j'aurais l'heure beaucoup plus juste que si je demande juste à mes collègues au fond de la classe là-bas avec qui j'ai déjà discuté de ces thématiques-là pendant des heures. Donc, cette stratégie-là, elle est assez intéressante. C'est l'idée d'avoir pour chacune de ces classes un petit sachet ou un petit pot avec les prénoms des élèves qu'on va venir piocher, qu'on va remettre à chaque fois qu'on pioche aussi, parce que sinon, imaginez que je fais un tas ici de papier
et que vous savez que votre nom il est dans le tas qui a déjà été interrogé, ben, votre niveau d'attention il va chuter. Par contre, si vous savez que dans ma classe, à tout moment, je peux venir vous piocher et vous interroger, en général, le niveau d'attention, il augmente. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord en allant un peu vite, la plupart des élèves aiment assez bien cette stratégie. Pour plusieurs raisons. Les plus petits, et ça j'ai eu l'occasion de le voir dans beaucoup de classes, trouvent ça marrant et ils ont envie d'être choisis par madame, et c'est presque la bagarre pour être choisis, j'exagère à peine. Et les plus grands, ben, eux, ils ont compris le principe plutôt équitable qui se cache derrière. Et donc, une fois qu'on leur a bien explicité le système, tout comme avec les petits d'ailleurs, ils trouvent ça finalement assez juste et intéressant que la parole soit équitablement répartie, plutôt que ce soit toujours les mêmes qui répondent. Alors, au niveau de la pratique guidée, j'irai peut-être un peu plus vite sur cette partie-là, mais vous dire que dans l'ouvrage, on développe beaucoup aussi la notion de rétroaction et de feedback, avec l'idée que l'enseignant va donner un retour de qualité à l'élève qui lui permet de savoir pourquoi sa production est bonne ou pas et comment l'améliorer. Plutôt que simplement lui dire oui, ok ou non, c'est pas bon. Il y a l'idée vraiment d'aller lui donner de l'information sur ses apprentissages, voire même ce qu'on appelle les rétroactions de contrôle et d'évaluation mutuelle, qui sont aussi un concept mis en évidence notamment par Hattie et Tim Perley, avec l'idée de former les élèves au fur et à mesure, bien sûr ça ne se fait pas en une leçon, à se donner à eux-mêmes des feedbacks, à eux-mêmes et entre eux, avec toujours cette idée derrière un peu de métacognition, que finalement si j'apprends à mes élèves à se donner de l'auto-feedback et à se le donner entre eux, ils deviennent de plus en plus performants dans leurs tâches, plutôt que de dépendre finalement de moi en tant qu'enseignante pour venir leur donner des feedbacks. Toujours lors de la pratique guidée, vous l'aurez compris, notamment si je mets mes élèves par deux, à ce moment-là, je suis assez actif en tant qu'enseignant et je circule pas mal dans la classe. Je vais donner aussi de l'aide, si besoin, à mes élèves. Ça peut être des petits rappels sous forme de liste d'étapes à suivre. Ça peut être parfois leur montrer quelque chose ou leur tenir la main si on parle de petits enfants à qui on aide à tracer des lettres ou des choses comme ça. Et enfin, ça c'est un truc à ne pas négliger, qui est peut-être un peu plus formel et un peu plus... pas compliqué, mais en tout cas qui nécessite un effort supplémentaire à mettre en place, mais sinon on perd un peu l'idée de base de la pratique guidée. Idéalement, avant de passer à l'étape suivante dont je vais vous parler dans quelques instants, qui est la pratique autonome, idéalement il faudrait que je distribue un petit test formatif à toute ma classe. Et là, à ce moment-là, seuls les élèves qui ont 80% de réussite à ce petit test vont passer à la suite, c'est-à-dire à la pratique autonome. Pour les autres, idéalement, il faudrait que je mette en place quelque chose du type une réexplication ou plus de pratique guidée avec mon aide pendant que les autres sont en pratique autonome, parce que c'est trop tôt pour eux. L'apprentissage n'est pas encore assez solide pour qu'ils soient capables de se pratiquer de manière autonome. Qui est l'étape suivante. À ce moment-là, l'élève va réaliser seul des exercices. Vous remarquez que c'est le premier moment, on est déjà à la 4e étape, c'est le premier moment où l'élève va vraiment commencer à s'entraîner tout seul. Tout le reste du temps, il est encore accompagné par l'enseignant. Ici, il va encore être un peu accompagné par l'enseignant qui ne va pas complètement le lâcher et qui va revenir de temps en temps voir un petit peu où ils en sont, mais partez du principe qu'il pratique de manière plus autonome pour permettre d'intégrer les nouvelles connaissances en mémoire. Donc l'aide de l'enseignant est réduite, mais il va encore aller de temps en temps vérifier la compréhension des élèves et leur fournir de l'aide. L'enseignement explicite, c'est une approche aussi qui repose sur quand même beaucoup d'exercices. Donc il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'exercices variés pour permettre à l'élève de consolider ses apprentissages. Si possible également, quelques exercices de transfert légèrement différents de ceux qu'on a vus, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec
l'expérience que je vous relatais sur l'effet du problème résolu. Et ici, je sais que ça peut sembler énorme, mais c'est les chiffres qui sont avancés par les recherches dont je vous parlais tout à l'heure. Si on suit l'ensemble des étapes dont je vous ai parlé, le seuil visé de réussite ici est de 90 à 95% de réponses correctes. Enfin, lors de la clôture, l'idée c'est un peu de faire ce qu'on peut appeler aussi une synthèse avec les élèves qui va leur permettre de prendre du recul sur ce qu'ils ont appris et de poursuivre la pratique tout en découvrant le sujet de la prochaine leçon. Parce que l'idée de l'enseignement explicite, souvenez-vous, c'est d'expliciter toute une série de choses, y compris les liens entre les différents apprentissages. Donc à la fin d'une leçon, on annonce la suite et les liens avec ce qu'on a vu pour essayer que tout ça soit le plus limpide possible. Pour ça, à nouveau, je vais mettre en place des techniques pour poser des questions à mes élèves, pour leur demander notamment « Qu'a-t-on appris aujourd'hui ? De quoi vous souvenez-vous ? Qu'est-ce qui était important à retenir ? À quoi ça sert ?» Donc à nouveau, ça va être quelque chose une discussion assez profonde, on va dire, d'un point de vue métacognitif. Je vais à nouveau leur donner des rétroactions les plus riches possibles sur leurs réponses et sur la qualité de celles-ci. Et enfin, je vais introduire l'objectif de la prochaine leçon et notamment leur dire qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois et à quoi ça sert. Alors, ce qui est intéressant dans ces étapes que je viens de vous dresser de manière synthétique et que vous retrouvez avec plus de détails dans l'ouvrage et dans les autres références que je vous ai conseillées, c'est qu'on ne dirait peut-être pas là comme ça, de prime abord, mais c'est une approche qui permet vraiment bien de faire de la différenciation. Pourquoi ? Parce que les étapes que je viens de vous brosser globalement, vous ne devez pas imaginer qu'elles sont cloisonnées et que je vais faire chacune des étapes une fois et puis hop, c'est fini, j'ai fini ma leçon pour toujours. Vous devez le voir de manière beaucoup plus souple, bon, pas non plus tout mélanger, on ne met pas le modelage tout à la fin, sinon on ne comprend plus rien. Mais vous devez imaginer qu'à tout moment, plus ou moins, si besoin en fonction de mes élèves, je peux revenir notamment à l'étape précédente. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Imaginons ici que j'ai envoyé tous mes élèves en pratique autonome et je me rends compte qu'en fait, il y en a 3-4 qui n'étaient pas prêts. Je les ai peut-être envoyés trop vite là-dedans. Ben, rien ne m'empêche de reprendre ces 3-4-là. Je laisse mes autres élèves en pratique autonome et j'installe mes 3-4 élèves ici sur un autre banc avec moi et je vais refaire de la pratique guidée avec eux. Ou voire même, je vais leur refaire un nouveau modelage un peu différemment pour leur réexpliciter les étapes par lesquelles passer. Et donc, c'est notamment de cette manière-là que la différenciation peut s'opérer quasiment au quotidien en classe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée de la différenciation un peu différente de celle qu'on pourrait penser parfois, qui est presque de l'individualisation dès le départ. Et donc ici, n'importe quel enseignant dans la classe sait qu'avec 20, 25, 30 élèves, si je veux différencier dès le départ, avant même d'être passé par les autres étapes, ça risque d'être fort compliqué. Que ici, si je propose déjà à tous le même modelage et la même pratique guidée, et que c'est à ce moment-là un peu charnière que je me rends compte lesquels sont prêts à faire seuls et lesquels je peux garder pour les aider davantage, ça me semble déjà beaucoup plus réaliste que l'idée de se dire qu'on va différencier de manière un peu finalement, même à l'aveugle finalement, parce qu'ici au moins, en le faisant à la fin de la pratique guidée ou pendant la pratique guidée, je le fais sur une base objective après leur avoir proposé à tous les mêmes activités. Au-delà de la côté un peu théorique que je vous propose ici, un peu logique, simplement vous montrer brièvement ici, et je pourrais vous faire suivre la référence de cet article-là, que c'est un modèle qu'on a, ce côté un peu itératif de l'enseignement explicite et pas linéaire, donc l'idée de repasser à une étape précédente si besoin, c'est quelque chose qu'on a documenté, notamment dans le cadre d'une recherche qu'on a menée avec des collègues, avec une enseignante, où en début de formation, c'est la ligne que vous voyez O1, elle ne mettait pas encore en place l'enseignement explicite.
Deuxième observation, après y avoir été formée, elle commençait à mettre en place de manière linéaire l'approche, donc une étape, et puis elle passait à la suivante. Troisième observation, on voit, mon petit pointeur ne marche pas autant, ah si ça va, on voit par exemple ici qu'il y a 2 modelages. Donc arrivée ici, elle a jugé nécessaire de refaire un modelage, sans doute parce que ses élèves en avaient besoin. Donc au fur et à mesure de l'année, elle utilisait l'approche de manière plus souple et plus adaptée, on va dire, aux besoins des élèves. Vous dire que ces différentes étapes dont on a parlé et ce côté un peu itératif de revenir en arrière si besoin, ça se planifie aussi. C'est pour ça que dans l'ouvrage dont on vous parle ce soir, il y a des exemples complets de planification pour vous donner non pas des outils clés en main, mais quand même des exemples pour voir comment sont planifiées ce type de leçons, ainsi qu'un canevas vierge qui vous permet de planifier vos propres leçons. Je vais maintenant passer pour une bonne grosse demi-heure ici qui nous reste pour la conférence à la partie plutôt liée au comportement, en espérant aussi vous fournir un ensemble d'idées intéressantes. À nouveau, je me centre vraiment sur le premier palier, donc des stratégies qui peuvent être utiles pour tous les élèves, sachant que pour certains élèves pour qui ça ne suffirait pas, il faudrait proposer des interventions de palier 2 et 3 de ce qu'on appelle le modèle de réponse à l'intervention. Alors, à la limite, si vous deviez ressortir de ce soir, de cette conférence avec un seul message sur la gestion de classe, ce serait celui-ci. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit le vieil adage. Et donc, les recherches dont je vous ai parlé tantôt, basées sur des observations et des expérimentations en salle de classe, elles montrent, c'est assez intéressant, que les enseignants les plus efficaces d'un point de vue de la gestion de classe mettent en œuvre environ 80% d'interventions préventives, donc c'est-à-dire avant même qu'il y ait un problème de comportement dans leur classe, et environ seulement 20% d'interventions pour réagir à des problèmes. J'ai rajouté le « environ » dans cette petite règle parce que c'est parfois interprété de manière un peu rigide, comme si 79% ça ne marchait pas. Il faut y aller de manière un peu plus soft avec cette idée-là, mais l'idée principale, c'est que la plupart des interventions des meilleurs enseignants en gestion de classe, elles ont lieu avant même qu'il y ait des soucis. Et c'est pour ça qu'on passera un bon moment ici, de la prochaine demi-heure, à parler plutôt de préventif, parce qu'il y a vraiment une palette de stratégies à ce sujet-là. Et on parlera aussi un petit peu du correctif, qui ne doit pas être assimilé, quant à lui, uniquement à l'idée de punir les élèves. On a, en cas de problème avec les élèves, d'autres stratégies avant de recourir à la punition. Parfois, on n'aura pas trop le choix, et on est parfois à court d'idées, et il vaut mieux donner une punition modérée, bien sûr, et respectant certaines règles, notamment éthiques. Et il vaut mieux donner une punition que de ne rien faire, parce qu'alors là, le message, c'est qu'on tolère, et ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais il y a plein d'autres idées à mettre en place avant les punitions. Alors, dans l'ouvrage dont on vous a parlé, on propose ce petit schéma avec plusieurs gestes professionnels fondamentaux, dont les interventions préventives de gestion de classe. On en propose plusieurs, et on a aussi nos collègues Steve Bissonnette et compagnie qui nous proposent toute une série de stratégies préventives dans leur ouvrage sur l'enseignement explicite des comportements. Donc je me base notamment sur ces 2 ouvrages-là pour vous proposer cette petite synthèse. Voici ici un aperçu des stratégies dont on parlera ensemble ce soir. Relations positives, environnement sécurisant, encadrement et supervision des élèves, organisation de la classe et enseignement efficace. Et je vais maintenant rentrer un peu plus en détail dans chacune de celles-ci. Alors, la première, à nouveau, elle peut sembler évidente, mais c'est vraiment important de préciser que dans toutes les recherches dont je vous ai parlé depuis tantôt, en tout cas celle sur la gestion de classe, la stratégie numéro 1 qui revient à chaque fois, c'est de mettre en place une relation positive avec les élèves de manière concrète en mettant en place toute une série de petites stratégies
notamment en s'intéressant à eux, en discutant avec eux. Bien sûr, ça ne doit pas nous prendre toute l'heure de cours, mais accueillir les élèves en classe, leur dire bonjour, discuter quelques minutes avec celui qui a peut-être un peu plus de problèmes de comportement, mais on sait que la veille, il a regardé le match de foot à la télé parce qu'il aime bien ça. Ça ne nous coûte pas grand-chose de discuter 2-3 minutes avec lui du match de foot si on sait qu'il a besoin de notre attention en tant qu'adulte et que ça va lui permettre justement d'être plus appliqué en classe. Donc vraiment l'idée que le positif finalement attire le positif, le négatif par contre attire le négatif. Autre stratégie intéressante en termes de relations positives, parce que j'ai bien conscience que quand on vous dit ça, relation positive, ça peut sembler un peu abstrait et tout le monde se dit bah oui, moi j'essaye de mettre en place une relation positive, mais ça manque parfois un peu de trucs et astuces par rapport à ça. Une autre stratégie hyper intéressante qui est mise en évidence ici par nos collègues, c'est de montrer des attentes élevées à tous nos élèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire en début d'année qu'on a entendu dire que oh là là, notre élève, là on a déjà eu son frère l'année passée et ça allait pas fort. Ben, ça ira pas fort avec lui. Si je démarre comme ça pour cet élève, le pauvre, je l'ai déjà un peu condamné. Je vais plutôt me dire, ben voilà, j'obtiens ma classe qui est comme elle est et pour tous, je vais essayer de les amener au meilleur de leur potentiel. Alors comment on fait ça concrètement ? J'aime vraiment beaucoup ce petit outil, donc j'ai l'impression de beaucoup radoter parce que je l'ai présenté dans tous mes cours ici et à tous mes collègues, donc j'espère qu'ils m'en voudront pas et qu'ils m'inviteront quand même encore à présenter des conférences. Mais je trouve vraiment cet outil hyper intéressant avec des élèves de n'importe quel âge. C'est l'idée finalement qu'on ne va pas dire à nos élèves que ce qu'on leur propose est facile ou difficile, parce qu'imaginez que je vous dis qu'un truc est facile et puis que vous avez du mal à le faire, ben vous allez vous sentir un peu bête. Et imaginons qu'en plus, si je vous dis il est 19h22, qu'on va faire un truc difficile, si déjà les trucs faciles que je vous propose, c'est bof bof, ben imaginez votre attitude quand je vous dis qu'on va faire un truc difficile. Donc je bannis de mon vocabulaire les mots faciles et difficiles, parce que de toute façon, en fait, ça ne sert à rien de dire aux élèves qu'un truc va être facile ou difficile. Mais je vais plutôt leur inculquer que dans ma classe, la réussite, elle est tributaire de deux choses, les efforts qu'ils vont faire et les stratégies que je vais leur donner. Et les stratégies, ici, finalement, ça réfère un peu à notre modelage de tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ma classe, je vais donner à tous les élèves toutes sortes de stratégies qui leur permettent de réussir des tâches, puis eux, ils vont fournir le minimum d'efforts nécessaires, parce qu'on ne va pas se mentir, à l'école, il faut aussi faire des efforts par rapport à ça. Et donc, s'ils font beaucoup d'efforts et que je leur donne beaucoup de stratégies, en général, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais la recette est plutôt gagnante. Par contre, s'ils font beaucoup d'efforts et que moi, de mon côté, je leur donne 0 stratégie, ben beaucoup d'efforts fois 0 stratégie, ça fait 0 réussite. Et si de mon côté, je leur donne plein de stratégies, mais qu'eux ne font pas d'efforts, bien beaucoup de stratégies fois 0 effort, ça fait aussi 0 réussite. Et cet outil-là, il est assez intéressant. Il y a pas mal d'enseignants qui l'affichent dans leur classe pour responsabiliser les élèves, mais aussi pour assumer le rôle qu'eux, ils doivent faire, c'est-à-dire minimalement de donner les stratégies gagnantes aux élèves. Et ça responsabilise pas mal les élèves, ce qui concourt à un climat de classe positif. Alors, deuxième grande stratégie, et je pense que c'est sur celle qu'on passera le plus de temps, c'est celle qui concerne plutôt la mise en place d'un environnement sécurisant et par là, l'utilisation d'un enseignement explicite des comportements. Donc, vous allez voir ici que dans les prochaines minutes, on va faire un espèce de parallèle assez fort entre tout ce que je vous ai raconté avant pour enseigner des mathématiques, la lecture, l'écriture, les sciences, la géographie, mes 5 étapes de tantôt, avec l'idée d'utiliser ces 5 mêmes étapes pour enseigner non pas des mathématiques ou de la lecture, mais des comportements qui vont devenir un objet d'apprentissage en tant que tel. Alors,
On a parfois, mais de moins en moins, un peu des résistances sur ce sujet-là, en se disant que ce n'est pas forcément le job des enseignants de faire ça, mais plutôt le job des parents. Mais d'un point de vue de l'équité, n'oublions pas que notre mission, en tout cas en Belgique et dans d'autres systèmes éducatifs, elle est d'instruire les élèves, mais aussi de les éduquer. Et donc, en général, j'aime aussi assez bien cette petite citation qui nous dit que si un élève ne sait pas lire, on va lui apprendre à lire. S'il ne sait pas nager, j'espère bien aussi qu'on va prendre le temps et pas le laisser découvrir par lui-même comment on fait pour nager. Mais s'il ne sait pas se comporter, est-ce qu'on va lui apprendre ou est-ce qu'on va le punir? Bien sûr, je ne veux pas être trop caricaturale avec cette citation, mais on n'est pas toujours au même diapason tous sur ce sujet-là. Pourtant, tous nos élèves n'ont pas eu la chance, grâce à leurs parents, d'apprendre les comportements attendus en société et qui plus est à l'école, qui répond quand même à toute une série de codes et de normes différents de ce qu'on peut rencontrer à la maison. Donc l'idée ici, c'est qu'on ne va pas perdre de temps en se disant « Ah ben non, c'est pas à nous de faire ça ». On va en faire un objet d'enseignement à part entière et en fait, ça va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire ça va nous prendre un petit peu de temps en début d'année et au retour des vacances. Mais en fait, finalement, comme il y aura beaucoup moins de problèmes de comportement dans l'école et dans la classe, ce ne sera pas vraiment du temps perdu. Et en plus, c'est un peu notre job d'éduquer aussi les élèves et pas juste de les instruire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Alors, pour faire ça, avant de passer par les 5 étapes dont je vous passais tout à l'heure, on va réaliser ce qu'on appelle une matrice comportementale. C'est un outil assez intéressant où, en tant qu'enseignant, vous allez choisir 3 valeurs pour votre classe. Par exemple, il y a beaucoup d'enseignants qui choisissent le respect, la responsabilité, la solidarité. Et dans les colonnes, vous allez mettre les grandes activités que vous mettez souvent. Alors moi, par exemple, les enseignants avec qui je travaille, souvent, ils se forment à l'enseignement explicite. Donc, dans les colonnes, ils mettent, par exemple, les moments de modelage, les moments de pratique guidée, les moments de pratique autonome. Mais ça peut être toute autre activité que vous feriez souvent. Imaginons que vous faites souvent des débats dans votre classe. Vous pourriez avoir une colonne débat avec les comportements attendus lors du débat. Et à l'intérieur de à l'intersection, de chacune des lignes et de chacune des colonnes, vous allez écrire des comportements positifs que vous attendez de la part de vos élèves et vous allez les écrire en jeu. Donc par exemple, lors du travail de groupe, j'écoute attentivement mon voisin j'écoute attentivement mon voisin formuler son idée, par exemple. Et donc l'idée ici, c'est de le formuler en jeu parce que c'est plus parlant et impliquant pour l'élève, et de le formuler, alors c'est pas toujours si facile, c'est pour ça que j'ai un peu cherché mon exemple et que j'ai un peu tourné plusieurs fois ma langue dans ma bouche pour trouver mon exemple, et il ne faut pas le formuler de manière négative. Donc il ne faut pas dire je ne cours pas dans le corridor, par exemple, parce que si vous dites ça à un élève, vous ne lui dites pas ce que vous attendez de lui. Et comme le disent mes collègues, si vous dites à un élève « je ne cours pas dans le corridor », rien ne l'empêche de faire une roulade ou de ramper ou de faire toutes sortes de choses différentes de ce que vous attendez. Donc on va le formuler de manière positive en disant « je circule calmement sur la droite dans le couloir », par exemple. Parce que si vous dites à un enfant ce qu'il ne peut pas faire, première image déjà dans sa tête, il voit ce qu'il ne peut pas faire et vous ne lui avez pas dit ce qu'il devait faire à la place. Voici un exemple qui est tiré de l'ouvrage dont on vous a parlé et qui a été réalisé avec un enseignant. Et voici un exemple au niveau d'une école, pour vous dire qu'on peut appliquer exactement la même démarche, pas juste dans sa classe, mais dans son école aussi. Vous retrouvez dans les rangées mes 3 valeurs dont je parlais tantôt, et dans mes colonnes, cette fois, les différents lieux de vie de l'école. Alors, attention qu'avec ça, je n'ai toujours pas enseigné explicitement, mais je me suis dotée d'un outil commun pour mes élèves, pour moi, et ici en plus même pour mes collègues. Avec ça, ce que je vais faire, c'est aussi des affiches pour ma classe ou pour mon école qui, avec des images ou des photos, vont simplifier le tout et illustrer le tout pour les élèves avec toujours la référence aux 3 valeurs.
ensuite, enfin, je vais enseigner. Là, je me suis un peu, en quelque sorte, j'ai fait ma planif et mes outils, mais je n'ai pas encore enseigné. L'idée ici d'enseigner les comportements, c'est d'harmoniser l'enseignement explicite auprès de tous les élèves et ce, en contexte réel. Vous voyez ici que les collègues, ils enseignent ici dans l'autobus, par exemple, les comportements attendus, et dans le couloir. Donc, je ne vais pas rester en classe assise à mon bureau, par exemple, si je veux enseigner à mes élèves comment on se lave les mains, à mes petits loulous de première primaire, si je veux leur montrer comment on se lave les mains et comment on tire la chasse. Je vais aller avec eux jusqu'aux toilettes, même si ça n'a pas l'air d'être l'activité la plus fun, mais je vais aller leur montrer. Et au moins, au lieu de passer mon temps à râler après avec mes collègues en disant « Oh là là, ils sont revenus tout mouillés des toilettes », j'aurais essayé d'aller leur montrer et de pratiquer avec eux le comportement attendu dans les toilettes. Et c'est là que je peux faire une petite économie sur mon temps de parole en vous disant que grosso modo, on va appliquer les 5 mêmes étapes de tantôt, mais pour enseigner non plus des maths ou du français, mais des comportements. Donc concrètement, lors de l'ouverture, je vais présenter aux élèves la valeur et la règle et en quoi c'est important et pourquoi on va faire une leçon sur les comportements. L'idée, c'est pas non plus de se doter de 50 règles arbitraires que moi j'ai décidées et qui n'ont pas de sens pour la communauté et pour les élèves. On est bien d'accord qu'on reste modéré dans les idées avec quelques règles et valeurs intéressantes. Lors du modelage, je vais montrer aux élèves ce que j'attends d'eux. C'est-à-dire que si, par exemple, lors du travail de groupe, j'attends que l'élève A formule une rétroaction à l'élève B, je vais leur montrer concrètement, lors d'un travail de groupe, comment moi je fais pour donner une rétroaction à mon copain. Ou, exemple plus basique, je vais leur montrer moi-même comment je me rends calmement tout à l'heure jusqu'à l'escalier sans bousculer les autres dans le couloir. Et lors du modelage, c'est assez marrant aussi. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez taper. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup en français, mais vous pouvez regarder sur YouTube ce soir. Vous tapez PBIS et vous allez avoir des vidéos qui ont été tournées. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a parfois un petit écart culturel, mais il y a des trucs assez sympas quand même qui ont été produits avec des élèves, des vidéos dans des écoles où ils montrent les exemples, mais aussi les contre-exemples de ce qui n'est pas attendu dans l'école. Et donc, vous voyez à chaque fois les élèves et les profs qui miment le comportement attendu dans les aires de vie de l'école et qui, sur le ton de la blague, montrent aussi ce qu'on n'attend pas. Et donc, c'est assez marrant et c'est fait sur le ton de l'humour avec les élèves en leur montrant ce qu'on n'attend pas d'eux. Et lors de la pratique guidée, là, par contre, on ne va pas demander aux élèves de pratiquer les mauvais coups parce que ça, on n'a pas besoin de faire d'exercice pour ça et ce ne serait pas très responsable de notre part. Mais on va leur demander de pratiquer les comportements attendus devant nous et on va leur donner à nouveau le maître mot de la rétroaction, mais cette fois-ci sur leur comportement, en leur disant en quoi leur comportement est adéquat ou pas, par rapport toujours aux valeurs. C'est important de se dire que les valeurs, c'est quand même le ciment de cette approche-là, qui est parfois mal comprise aussi, mais on est ici sur l'idée d'inculquer et de pratiquer des valeurs en se disant qu'elles ne vont pas nous tomber du ciel non plus si on n'en fait pas un objet d'enseignement. Donc c'est un peu tout ça qui se cache derrière cette idée d'enseignement explicite des comportements qui est développée davantage dans l'ouvrage, avec à nouveau des exemples concrets de planification. Alors quelques autres stratégies qui à nouveau vont pour certains peut-être vous sembler évidentes, mais à nouveau rappelez-vous que finalement ce qu'on aura fait ce soir, c'est que pour 2 facettes importantes, on aura vu toute une série de stratégies qui peuvent être utilisées de concert et qui forment un tout cohérent. Donc c'est ce qui est quand même assez intéressant dans l'enseignement explicite, c'est que ça nous offre un cadre cohérent pour gérer à la fois apprentissage et comportement. Alors, parmi les recherches dont je parlais tantôt, et notamment les plus anciennes, menées dans les années 70-80, ont été documentés des gestes qui ont l'air assez basiques, mais qui sont toujours aussi efficaces, et notamment l'idée de superviser de manière constante du regard les élèves. C'est sûr que si je reste
à ma place ici sur mes feuilles, et on peut comprendre parfois que c'est le cas pour toutes sortes de raisons, y compris parce que j'ai préparé ça la veille et que les enseignants ont plein de choses à faire, mais c'est sûr que si je reste ici et que j'établis pas de contact visuel avec mes élèves régulièrement, ben, ils ont plus d'occasions de mettre en place des écarts de conduite. L'idée aussi de marcher la classe, comme le dit Steve Bissonnette, de manière imprévisible, ben c'est sûr que d'un point de vue préventif, c'est plus efficace que si je reste tout le temps collé à mon tableau, et sans aucune critique aucune. Et donc ça, c'est des gestes concrets qu'on peut faire à nouveau pour augmenter la prévention. Alors, autre stratégie qui est vraiment importante et qui peut prendre différentes formes, puis je vais accélérer tout doucement pour nous laisser un moment d'échange ensemble, c'est l'idée que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai beau être positive, j'ai beau avoir mis en place plein de trucs, j'ai beau avoir passé plein de temps à enseigner à mes élèves ce qui est attendu d'eux, si je leur dis jamais que leur comportement est bien, ben, ils risquent de s'éteindre. C'est la même chose avec des enfants ou avec des ados, ou même quand on est adulte, si on nous dit jamais que ce qu'on fait est bien, ben, c'est pas très motivant. Ou si on se centre que sur le négatif, imaginez que vous rentriez chez vous maintenant après avoir assisté à une super conférence et qu'avant ça vous aviez fait le lave-vaisselle, je sais pas moi, le repas pour votre conjoint, et que lui en rentrant il dit ah vous n'avez pas lavé mes slips. Ben, vous n'allez pas être très content parce que vous aurez fait plein de trucs super intéressants et il se centre sur le négatif. C'est pas du tout un exemple réel, je tiens à le dire. Mais c'est une petite blague par rapport à ça en fin de conférence pour vous dire que si on se centre toujours sur le négatif, c'est moins positif pour l'élève et que c'est important de nous faire dire les choses intéressantes. Alors regardez ici des exemples concrets. Observés dans des écoles où en fait les élèves ils reçoivent des renforcements tangibles, des étiquettes ou des jetons quand ils ont un bon comportement, et au bout d'un certain temps ils peuvent échanger ça contre des privilèges. C'est assez intéressant parce que en fait ça matérialise leur récompense, ils sont contents parce qu'on leur a dit que c'était chouette. Et ils peuvent échanger ça contre des chouettes activités, comme ici, par exemple, à l'échelle de l'école. J'avais bien aimé cet exemple-ci, où les élèves, ils avaient choisi ici que pour l'activité récompense, ils pouvaient venir à l'école coiffés n'importe comment. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et donc, finalement, vous retenez ici que le principe, c'est que quand ils mettent en place un comportement positif, ils reçoivent un renforcement. Alors, un principe de base aussi, c'est que c'est plutôt verbal. Donc, on dit un maximum de renforcement verbal et on donne aussi aux élèves des renforcements plus tangibles. Alors, cette idée du renforcement positif, c'est jamais pour punir, c'est-à-dire qu'on retire jamais de points. On s'en sert uniquement pour dire aux élèves ce qui est bien. Ça ne veut pas dire que quand ils font quelque chose de négatif, on ne va pas agir. Mais on ne va pas le faire en retirant quelque chose, parce que le message que reçoit l'élève ici à ce niveau-là, c'est que c'est plutôt injuste. Donc les écarts de conduite sont gérés, mais via un autre système qu'on évoquera brièvement ensemble. Quatrième stratégie préventive, c'est qu'au plus ma classe est organisée, au moins aussi il va y avoir de place pour des écarts de conduite. Donc je vais disposer le mobilier de manière à ce que tous les élèves puissent voir adéquatement mes démonstrations. Je vais disposer aussi le mobilier pour qu'on puisse se déplacer facilement, et je vais tout préparer les choses à l'avance. Donc tout ça, c'est aussi toutes des petites stratégies. Il y en a d'autres, hein. Vous voyez que sur toutes mes dias, j'ai mis 3 petits points parce que vous retrouvez ces exemples-là soit dans l'ouvrage dont on vous a parlé, soit dans l'autre de Steve Bissonnette et ses collègues sur l'enseignement explicite des comportements. Mais il y a vraiment toute une série de stratégies utiles. Et enfin, la dernière préventive,
C'est important pour moi de vous la présenter dans le cadre de cette conférence parce qu'en quelque sorte, la boucle est bouclée quand je vous présente ça. C'est l'enseignement efficace. Parce qu'en fait, les 5 étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure et ou d'autres approches pédagogiques efficaces dont on n'a pas eu l'occasion de parler aujourd'hui, mais c'est en quelque sorte, ça agit aussi sur notre gestion de classe. Parce que si vous mettez en place l'enseignement explicite, donc les 5 étapes au sens où je vous en ai parlé tantôt, pour enseigner les maths, le français, la géo ou peu importe votre discipline, en fait, vous augmentez l'attention des élèves parce que c'est une approche qui les sollicite constamment. Mon histoire de bâtonnet tout à l'heure, c'était utile pour pas juste interroger mes bons élèves qui connaissent déjà les réponses et donc pour interroger tout le monde, mais en faisant ça, c'est utile pour leurs apprentissages, mais aussi pour la gestion de classe, parce qu'en faisant ça, j'augmente l'attention de tout le monde. Et c'est ici que la boucle est un peu bouclée sur le panorama que je voulais vous faire sur gestion des apprentissages et gestion des comportements. Très brièvement, vous dire que dans les ouvrages que j'ai cités, se trouvent aussi des stratégies pour gérer les écarts de conduite. Je ne vais peut-être pas tous les passer en revue avec vous aujourd'hui, mais vous dire qu'elles sont assez différentes de la punition. Elles dépendent aussi du type d'écart de conduite que l'élève met en place. Les collègues québécois font une distinction très pertinente entre un écart de conduite mineur qui ne m'empêche pas d'enseigner et qui n'empêche pas les autres élèves d'apprendre, mais dérange juste l'élève qui le commet et 2-3 élèves, et les écarts majeurs qui nécessitent des interventions plus costauds et nécessitent notamment de retirer temporairement l'élève du lieu où il se trouve pour qu'il soit pris en charge. Exemple classique, une bagarre. Si une bagarre surgit dans ma classe, les 10 stratégies que je vais vous montrer dans quelques minutes, ça risque d'être un peu soft et j'ai plutôt intérêt à me faire aider et à sortir mon élève momentanément, le moins longtemps possible, évidemment parce que je ne veux pas trop le priver d'apprentissage, mais là on s'entend que ça va être compliqué de continuer à donner mon cours s'il y a ce comportement-là. C'est pourquoi donc dans l'ouvrage, notamment ici des collègues québécois, vous retrouvez des exemples de classifications qui ont été faits dans des écoles entre des écarts de conduite mineurs et majeurs, parce qu'en fonction de si c'est mineur ou majeur, ma réaction ne sera pas la même. Alors, très brièvement, et vous aurez plus d'infos dans les références que je vous ai données, je vous donne ici quelques stratégies pour vous montrer en fait qu'on intervient toujours à moindre coût. Donc c'est vraiment, vous devez imaginer ça comme une palette de stratégies hiérarchisées et qu'on va toujours essayer d'avoir les interventions les plus discrètes possibles. Imaginons ici que madame, depuis tout à l'heure, vous n'écoutez pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord m'approcher de vous gentiment, style de rien. C'est une stratégie non verbale. C'est la première que je peux faire. Si vous continuez, par exemple, je peux mettre une main sur votre bureau. C'est un peu plus intrusif. Si vous continuez encore, c'est fictif, hein, madame, je vous taquine. J'ai failli choisir un de mes collègues, mais je me suis dit que j'allais y aller avec vous. Imaginons alors, là, je vais faire un petit raclement de gorge pour vous signifier à nouveau que votre comportement est pas adéquat. Donc, j'y vais crescendo. La quatrième, elle est assez chouette aussi. C'est que à la place de vous embêter avec mes déplacements, etc., je vais vous ignorer momentanément et je vais féliciter madame qui est venue me saluer tout à l'heure, qui s'est assise et qui a un comportement tout à fait adéquat. En faisant ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une probabilité non négligeable que vous aussi, comme je vous ai laissé tranquille, vous allez vous mettre à la tâche aussi. Et donc là, moi, je peux aussi vous féliciter et vous renforcer, ce qui est super chouette parce qu'au lieu finalement de vous avoir fait une remarque négative lorsque vous étiez un peu dissipé, et on peut le comprendre à passer 19h30, j'ai fait 2 interventions positives, à madame d'abord et puis à vous. Donc souvenez-vous, on parle souvent dans la littérature de 4 interventions positives si possible pour une négative. Ici, en faisant ça, j'ai félicité 2 personnes au lieu que faire une remarque à une personne. Donc c'est une stratégie assez intéressante. Et si ça ne marche toujours pas, j'ai d'autres stratégies plus directes, plus verbales, c'est-à-dire que je pourrais rediriger madame, c'est-à-dire brièvement lui redire ce que j'attends d'elle
dans mon cours. Je pourrais aussi, ça me prend un peu plus de temps, lui réenseigner avec les 5 étapes dont on a parlé tout à l'heure, lui réenseigner les comportements attendus dans ma classe. Je pourrais aussi lui offrir un choix qui est de continuer à écouter la conférence ou d'opter pour une conséquence plus désagréable, on va dire. Je pourrais aussi recourir aux conséquences formatives, c'est-à-dire que si par exemple un élève a cassé quelque chose, il doit le réparer, le nettoyer ou formuler une lettre d'excuse. Et je pourrais aussi utiliser, c'est assez intéressant, la technique qui vise à isoler un petit peu mon élève, mais avec une activité réflexive qui est de choisir, et on peut adapter le nombre à l'âge des élèves, qui est de choisir 5 élèves mettant en place le comportement attendu et de m'expliquer en quoi ces élèves-là mettent en place le comportement attendu. Bon, si j'ai fait tout ça et que ça ne marche toujours pas, il est temps que je rencontre mon élève en face à face, hors du cours, pour essayer de discuter un peu avec lui et de comprendre ce qui se passe et les raisons de son comportement. Et on s'entend qu'on est tous humains aussi et que parfois c'est pas si facile que ça de trouver par exemple une conséquence logique à un écart de conduite. Je vous ai donné des exemples assez classiques et pas trop compliqués. Exemple, je salis, je nettoie, mais bon, c'est pas toujours aussi évident et on est dans le feu de l'action, donc il faut aussi pouvoir trouver les idées en temps voulu ou parfois se donner un peu de recul, ce qui fait que parfois on peut aussi proposer des punitions si besoin, si on n'a pas réussi à trouver une stratégie plus constructive, on va dire, mais il faut se rendre compte que la punition, on entend ici des punitions un peu basiques du genre recopier un texte. Bon, si j'ai pas d'autres idées, pourquoi pas, je peux proposer ça à mon élève. Mais dites-vous que pendant qu'il recopie le texte, il apprend nullement le comportement qui est attendu de lui. Par contre, si je le prends à part et que je lui réenseigne les comportements et que je lui demande de s'entraîner, par exemple, à formuler des rétroactions à son collègue ou de faire quelque chose de plus productif qui était attendu de lui plutôt que de faire le pitre, là, il apprend le comportement attendu. Sur la gestion des écarts majeurs, je serai beaucoup plus brève parce que ça dépend aussi beaucoup de la politique d'école qui est mise en place. Donc je vous renvoie vers les références que je vous ai conseillées, notamment l'ouvrage ici de Steve Bissonnette sur le sujet, qui propose des idées pour permettre aux écoles de gérer les écarts majeurs, parce que là, juste l'enseignant tout seul, c'est un peu compliqué. Et donc, en général, les écoles vont se doter d'un espèce de plan d'intervention, d'un espèce de schéma de procédé pour savoir qui gère quoi. Un peu comme dans un hôpital où, fort heureusement, ou alors parfois on n'a pas de chance, je vous l'accorde, mais en règle générale, restons positifs. Quand on arrive, il y a quand même des schémas de procédés assez clairs en termes d'urgence, par exemple. Parfois, les écarts de conduite majeurs, c'est aussi en quelque sorte des situations d'urgence dans l'école. Donc, c'est assez intéressant de savoir qui fait quoi et de ne pas devoir tout le temps réinventer la roue et de savoir quoi faire, par exemple, en cas d'incident majeur. Écarts majeurs qui peuvent être documentés à l'aide de ce genre de fiches. Et s'il me reste juste quelques minutes, je vous montrerai peut-être les résultats d'une dernière publication, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps. Donc voilà grosso modo ce que je voulais dire sur le comportement aujourd'hui. Vous dire que si le sujet vous intéresse et que vous voulez l'entendre par d'autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de littérature sur le sujet, pour ne pas entendre toujours parler des mêmes auteurs. Et si le sujet vous intéresse aussi en tant que parent, parce qu'il y a toute une série de choses dont j'ai parlé aujourd'hui, qui s'appliquent aussi pour essayer d'éduquer les enfants de manière positive, mais aussi d'être capable de réagir à leurs écarts de conduite, parce que ça existe aussi. Ce bouquin-là, il est vraiment très très chouette. À nouveau, c'est beaucoup misé sur le préventif et se doter de stratégies correctives différentes de la punition. La préface est signée par Franck Ramu, qui est un chercheur très connu en France qui également actif dans le domaine de tout ce qui est éducation fondée sur les données probantes et enseignement explicite. Et dans la préface, ou dans une interview, je ne sais plus bien, il mentionne que c'est utile pour les parents, mais aussi pour les enseignants. Donc c'est sûr que le livre est écrit pour les parents,
Mais si vous le lisez à l'aune de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, vous y retrouverez grosso modo les mêmes principes assez intéressants et même d'autres stratégies. Alors, pour conclure et nous laisser un petit peu de temps d'échange, je regarde un petit peu comment je voulais... je vous avais dit que les 2 derniers points, donc sur le niveau école et la formation des enseignants, a priori, on n'aurait peut-être pas le temps de les voir. Je vais peut-être juste vous faire un petit saut dans mes slides pour vous montrer. Je vous avais dit que je vous parlerai brièvement... Oh, ça n'a pas été aussi efficace que ce que je voulais, cette affaire. Peut-être comme ça. Ouais. Juste vous dire brièvement, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu du soutien au comportement positif. Je vous pointe simplement un tout dernier article. Il est tout frais d'une semaine que j'ai eu le plaisir de signer avec plusieurs collègues canadiens et américains qui montre justement les effets de ce système-là sur la réduction du nombre d'écarts de conduite majeurs dont on parlait tout à l'heure, donc tout ce qui est bagarre, effet de violence notamment. Et vous voyez, donc l'année 1, en fait, c'est l'année avant la mise en place du système dans l'école, système qui repose sur toutes les stratégies dont je vous ai parlé, dont l'enseignement explicite des comportements. Et vous voyez que d'année en année, on constate une diminution du nombre d'écarts de conduite majeurs dans ces écoles. C'est une étude assez intéressante parce qu'elle montre non seulement qu'en contexte francophone, donc au Québec, on est capable d'implanter et de transposer ce modèle-là qui vient des États-Unis, mais aussi de le maintenir sur plusieurs années dans des écoles avec des effets. Donc tout simplement, je voulais vous montrer cette petite étude-là qui est récente et que vous pouvez retrouver facilement. Elle est parue tout juste la semaine passée. Et en conclusion, je voulais simplement vous dire, avant d'échanger l'une ou l'autre question avec vous, que donc, comme vous l'avez vu, l'enseignement explicite, c'est une approche pédagogique concrète qui favorise la réussite des élèves et la mise en place d'un climat propice aux apprentissages. C'est une série de stratégies de gestion des apprentissages et de gestion des comportements concrets auxquels il est possible de se former. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les différentes références que je vous ai mentionnées ce soir, dont cet ouvrage-ci, qui comporte également un cahier de ressources de l'enseignant qui est téléchargeable. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis de répondre à vos éventuelles questions.